Bonsoir à tous. Notre invité en studio ce vendredi est au cœur du système institutionnel bruxellois. Il a une position centrale pour prendre le pouls de la démocratie. Avec la gouvernance bruxelloise, la fin annoncée du cumul entre les postes de bourgmestre et député, mais aussi le lancement de processus participatifs sur la 5G, le sans-abrisme, la biodiversité, ce que Bruxelles, en tant que région, doit éventuellement gagner ou perdre dans une éventuelle prochaine réforme de l'État. On va parler de tout ça avec le président du Parlement bruxellois, c'est Rachid Madrane, qui est donc notre invité. Bonjour Rachid Madrane. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer par l'actualité la plus récente dans le Parlement que vous présidez, c'est l'examen d'une proposition d'ordonnance en matière de gouvernance. Un texte qui prévoit donc la fin du cumul entre les fonctions de bourgmestre et échevin et député, quelle que soit l'Assemblée dont on parle. Mais aussi la diminution du nombre d'échevins. Il y en aura un en moins par commune à l'avenir, et puis une petite revalorisation du traitement des bourgmestres et des échevins. Est-ce que dans l'ensemble, ça vous semble une bonne réforme? Oui, je pense. Elle figurait dans l'accord de gouvernement, donc dans l'accord de majorité qui a installé ce gouvernement. Soyons honnêtes, c'est une réforme dont on parle depuis de très nombreuses années. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On va déjà décumuler, c'est énorme. On ne pourra plus être bourgmestre échevin et en même temps député. Il y aura moins d'échevins, il y aura un échevin en moins dans les communes, et puis il y aura une revalorisation du traitement et du statut des bourgmestres et des échevins. Et je pense vraiment, et je profite d'ailleurs de l'occasion, que c'était nécessaire, parce que les communes ont démontré durant la crise Covid que finalement, les communes ont été un peu les fantassins de la démocratie. Ils se sont mobilisés, les présidents de CPS, les bourgmestres, les échevins. Je le dis et je profite de l'occasion pour dire qu'ils ont fait un travail remarquable et donc c'était nécessaire. Ouais, c'est nécessaire de les revaloriser. Le PTB est contre cette revalorisation. Il dit que ce n'est pas logique, que ce sont les politiques qui se font des petits cadeaux entre eux. Vous savez, aujourd'hui, moi j'ai été échevin, je connais beaucoup d'échevins qui avaient un deuxième emploi à côté pour... La revalorisation leur permettra d'être à plein temps sur leur mandat? Mais je pense que c'est lié. On ne peut pas à la fois donner de plus en plus de compétences aux communes, avec des bourgmestres, des échevins qui s'investissent vraiment à temps plein. Je pense sincèrement, et particulièrement dans les petites communes, les communes de moins de 50 000 habitants, c'est vraiment nécessaire. C'est des gens qui ont la vocation, c'est des gens qui s'impliquent totalement dans leur travail. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui être dans une dynamique de critiquer le monde politique sans en même temps reconnaître l'engagement de ces femmes et ces hommes qui s'engagent pour les autres. Ouais. Sur la question du cumul, je pense qu'aujourd'hui, dans les rangs du Parlement bruxellois, il y a 6 ou 7 parlementaires qui sont effectivement bourgmestres ou échevins. Est-ce que c'est réellement un gros problème? Est-ce qu'il n'y a pas un danger à se passer de leur expertise de terrain? Parce que ces bourgmestres ou ces échevins, ils ont une connaissance de la vie communale qui peut parfois être utile dans les débats. Je vous ai dit, c'était dans l'accord de gouvernement, donc moi... On sent que ça n'est pas votre point préféré de l'accord de gouvernement. Non, c'est que j'ai toujours considéré qu'il est... Vous savez... bénéficier de l'expérience de gens qui ont été bourgmestres échevins, c'est, je crois, primordial dans les discussions, dans les travaux des commissions. En même temps, je pense que peut-être que des gens feront des carrières au niveau local et puis à un moment reviendront à la région. Et puis il y a toujours possibilité pour les conseillers communaux d'être députés. Mais voilà, il faut... C'est-à-dire que la voix des communes continuera à être entendue au Parlement. C'est ça. Ouais. Ce qui est nécessaire, en tout cas, c'est la région, c'est 19 communes. Il est nécessaire qu'on puisse continuer à entendre le point de vue des communes, je pense que c'est nécessaire. Alors on va entendre un autre point de vue, c'est le point de vue de l'opposition, la chef de groupe du mouvement réformateur, Alexia Bertrand. On l'interrogeait sur cette réforme, c'était mardi. Cette réforme qui, sous couvert de bonne gouvernance, semble régler des problèmes du politique, en fait ne va en rien aider à ce que Bruxelles soit une région plus propre, une région plus sécurisée, à ce que la précarité soit résolue, à ce que le logement soit résolu. C'est le politique qui parle aux politiques et pas aux citoyens. Oui. Le fait qu'on ne puisse pas à la fois être bourgmestre et parlementaire, ça ne vous semble pas une bonne idée? Ça ne permet pas de se concentrer sur un seul mandat? Mais écoutez, ça concerne aujourd'hui pas ce que demande le 6 ou 7 personnes sur 89 personnes au Parlement bruxellois. On aurait mieux fait de réduire le nombre de députés bruxellois, parce qu'on est trop nombreux au Parlement bruxellois, plutôt que de perdre l'expertise de ces 6 ou 7 personnes. Et je dis ça, tout parti confondu. Alors 6 ou 7, vous nous dites 10, une dizaine, Rachid Madrane. Sur la remarque de fond, peut-être qu'on aurait dû réduire le nombre de parlementaires bruxellois. On sait pourquoi on en a 89, hein, c'est un équilibre entre francophones et néerlandophones, mais est-ce que ça c'est quelque chose à laquelle il faudra s'attaquer un jour? J'ai beaucoup de respect pour Madame Bertrand, qui est une excellente députée, mais je pense qu'elle est juriste et donc elle sait très bien que le fait de diminuer le nombre de députés relève de la compétence du fédéral et pas la région bruxelloise. Donc c'est pas la région bruxelloise qui a elle-même la capacité de diminuer
siéger ou d'augmenter le nombre de députés. Je pense que l'enjeu, il n'est pas là, mais pourquoi pas, si on veut discuter du nombre de députés... Il faudra mettre ça dans une prochaine réforme de l'État. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire, à un moment, il faut aussi réfléchir à la minorité néerlandophone. 17 députés, c'est une minorité qui est protégée et qu'il faut protéger. Alors, on est vendredi. Le vendredi, on prend les questions du public de BX1, les téléspectateurs, les internautes, ceux qui nous ont en tout cas soit envoyé un mail, soit laissé un message sur les réseaux sociaux. Et c'est Camille Payot qui se trouve à la rédaction cette semaine pour éplucher les réseaux sociaux. Bonjour Camille. Bonjour, donc nous avons eu beaucoup de commentaires concernant le monde politique. De nombreux internautes comme Christian ou François ne se sentent pas représentés par votre parti et d'autres internautes estiment qu'il y a trop de députés au Parlement bruxellois. Et parmi cet ensemble de commentaires, nous sommes arrêtés sur la question de Charles qui vous demande quelle est la différence entre le PS et Écolo. Alors, sur le nombre de députés, on vient d'en parler. Alors, la question elle est large, mais est-ce que Écolo, PS sont des partis proches ou des partis très différents? On a évidemment des points communs, puisque vous savez que le PS a changé son logiciel il y a quelques années, donc nous sommes un parti éco-social. Mais la priorité, et c'est une des raisons pour lesquelles moi je me suis engagé au Parti socialiste, c'est que nous sommes soucieux de justice sociale. À travers l'histoire, le Parti socialiste a démontré son utilité. Les grands acquis sociaux, on parle souvent de l'indexation des salaires, c'est le Parti socialiste. Il y a tout ce qui est acquis, avancée sociale depuis 130 ans, on le doit notamment au Parti socialiste. Et donc, le Parti socialiste, à la différence peut-être des écologistes, c'est qu'il est soucieux des gens en difficulté. Il s'occupe des... Écolo ne l'est pas ? C'est pas leur core business. Nous, la classe moyenne et la population précarisée est une population pour lesquelles on a une attention particulière. Et puis, on a l'égalité des chances comme horizon et comme combat. Et donc, je pense qu'il y a des différences, même si je me sens très proche du parti écolo sur les grands enjeux environnementaux, sur le développement durable. Mais ce sont des éléments aujourd'hui qui ont traversé l'ensemble des formations politiques et qui font qu'aujourd'hui, moi je peux dire que le Parti socialiste est un parti soucieux d'environnement, mais très attentif et très soucieux aux conquêtes sociales et aux avancées sociales dans notre pays. Alors on va revenir au thème de la démocratie. Petite question d'actualité. Défi organisera un congrès ce week-end où il sera question d'intégrer dans le programme de ce parti la limitation des carrières politiques avec un maximum de 3 mandats exécutifs pour les bourgmestres et les parlementaires et pas plus de 2 mandats d'affilée pour des ministres. Un moyen de renouveler le personnel politique, estime défi. Ça vous semble une bonne idée ou pas? Moi, je n'ai pas d'a priori, je n'ai pas de tabou, pourquoi pas. Mais n'oublions jamais que c'est la population, c'est l'électeur, c'est le suffrage universel qui détermine la durée des carrières. À un moment donné, si les électeurs, les citoyens électeurs considèrent que telle personne a bien ou mal travaillé et si elle souhaite qu'il continue, c'est encore la population, le peuple qui a le dernier mot. Mais si on veut limiter le nombre de mandats dans le temps, pourquoi pas? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pas utile, en tout cas, de réfléchir à des moyens de réinsuffler de l'oxygène dans la démocratie et d'avoir un turnover ou de nouveaux visages qui apparaissent? Oui, peut-être, mais en même temps, il ne faut pas se priver de l'expérience, parce qu'on peut le dire dans le monde politique, mais on pourrait presque le dire dans le milieu de l'entreprise. Ce que je pense, c'est que... Du journalisme aussi, peut-être. Peut-être du journalisme aussi, mais je n'oserais pas m'avancer. Mais en tout cas, moi, ce que je pense, et on l'a fait au Parlement bruxellois, c'est qu'il y a un besoin aujourd'hui dans la population de plus de participation, être associé aux prises de décision. Je pense que c'est une façon, à côté de la démocratie représentative, d'associer les citoyens à la prise de décision. Alors justement, il y a eu 3 commissions délibératives mises en place au Parlement bruxellois sur la 5G, sur le sans-abrisme et une 3e maintenant sur la biodiversité. Vous pouvez déjà tirer une première évaluation. Est-ce que les recommandations, qui étaient parfois très nombreuses, quand même, on avait des dizaines de recommandations à la fin de ces commissions, est-ce qu'elles vous semblent de qualité? Est-ce que ça vous semble un travail différent de celui qu'auraient pu mener des parlementaires s'ils n'avaient pas été associés à des citoyens tirés au sort? Et est-ce qu'on va poursuivre ce processus, voire l'amplifier pendant la prochaine législature? Alors, sur la manière dont les travaux se déroulent, moi j'ai été impressionné par la justesse de prise de position et par l'engagement de beaucoup de citoyens. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est un apport. À côté de la démocratie représentative, c'est un outil supplémentaire qui permet à la fois au monde politique de se confronter directement à nos concitoyens et à leurs propositions. Et parfois, j'ai
j'ai remarqué que certains partis avaient des tabous sur la 5G. Vous avez parlé de 5G. À un moment donné, dans les discussions, la population, voyant les bénéfices qu'on peut aussi tirer de la 5G, et tenant compte aussi, par exemple, du principe de précaution, certains membres des commissions délibératives, issus de la population tirés au sort, nous disaient, mais on pourrait imaginer d'augmenter un petit peu les seuils qui sont autorisés. Ça, les politiques n'auraient pas pu aboutir à ce genre de recommandations? Je pense que non. Je pense c'était bloqué. Oui, parce que c'est des accords politiques, etc. Et alors, deuxième chose qui me semble aussi importante, c'est que la population amène de la fraîcheur, des codes différents, parce que c'est vrai que de temps en temps, on a l'habitude de... Oui, il y a des codes dans le monde politique. Mais donc il y a ces recommandations. Ce qui va être important maintenant, ce sont les évaluations. C'est-à-dire de se retrouver à intervalles réguliers pour dire, voilà, on avait une dizaine, une vingtaine, une trentaine de recommandations. Celle-ci a été respectée, celle-ci n'a pas été respectée. On va jouer le jeu? Bien sûr, et on l'a déjà fait. C'est-à-dire que en fait, les recommandations sont envoyées dans les différentes commissions ou aux différents niveaux de pouvoir, parce que parfois il y avait des recommandations qui concernaient d'autres niveaux de pouvoir. Mais dans notre règlement de ces commissions délibératives, on a une espèce de clause de rendez-vous. On se voit 6 mois après et ensemble on fait l'évaluation en disant voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec les recommandations? Telle recommandation a été acceptée, celle-là n'a pas été acceptée. Pourquoi elle n'a pas été acceptée ou pourquoi elle n'a pas été Il y aura un devoir de justification. Oui, c'est ça. On va reprendre une question du public avec Camille Payot. Alors, changement de sujet avec l'internaute Bouchaïb qui vous demande quelle est votre position concernant le dossier sur l'interdiction de l'abattage rituel. Ah, dossier qui fait couler beaucoup d'encre. Oui. Alors, le Parti socialiste s'est exprimé, a donné sa position. Donc, il ne est votera contre pas l'interdiction de l'abattage rituel. Donc, c'est très clair. Ceci dit, on parle toujours d'un seul texte, qui est le texte qui a été déposé par Défi Groen et l'Open VLD. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres textes qui ont été déposés bien avant. Il y a d'abord un texte du Vlaams Belang, qui est sur la table depuis assez longtemps. Un autre de la NVA et le texte qui a été déposé récemment par des partis de la majorité. Moi, je me réjouis que les différents partenaires se sont mis d'accord en commission récemment, se sont mis d'accord sur une série de personnes à auditionner. Il y a 3 auditions prévues avec une douzaine et peut-être d'experts. encore une autre. Donc, disons, mi-mai jusqu'au début juin, il y aura des auditions avec des représentants du culte, des représentants des structures qui défendent les animaux, avec des vétérinaires, avec des bouchers, etc. Ça permettra de faire bouger les lignes? En tout cas, ça permettra d'avoir une photographie de la situation. Parce que, soyons honnêtes, dans les partis, mais aussi dans la population, c'est clivé. Ouais. C'est un sujet qui clive. On parlait de participation. Il y a eu 2 pétitions annoncées, une de 70 000 et une autre de 100 000 signatures. Ça veut dire qu'il y a à la fois beaucoup de passion et d'intérêt et à la fois des oppositions frontales. Voilà. Il y a autant de positions dans un sens que dans l'autre. Vous n'auriez pas faire une commission participative là-dessus? On aurait pu l'imaginer. Ça n'est pas arrivé sur la table, mais il y a eu des pétitions. Et en tout cas, il y a une commission qui s'est emparée de ça. Mais il ne faut pas oublier une chose, monsieur Brofilet. La Cour de justice européenne a en effet décidé, dans un arrêt, que l'abattage sans étourdissement ne viole pas la liberté de culte. Mais, et on ne va jamais jusqu'au bout de l'arrêt, mais elle laisse la possibilité, la faculté à chaque État de légiférer ou non. C'est ce qui fait que, par exemple, la France, l'Allemagne, la Hollande n'ont pas légiféré sur ces questions. La Wallonie, la Flandre ont légiféré, d'autres pays ont légiféré. Mais donc, mais ça vous embête pas, Rachid Mavrane, en tant que socialiste, que le PS décide d'une chose en Wallonie et soutienne la position contraire à Bruxelles? Absolument pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est déjà arrivé, mais on n'en parle jamais. Vous savez qu'en 2017, la région bruxelloise a adopté une ordonnance qui interdit le gavage des animaux. Ça se passe à Bruxelles, c'est adopté à Bruxelles, ça n'est pas adopté en Wallonie, et ça n'est pas d'application en Flandre. On n'en parle jamais. Pourquoi ça n'est pas adopté en Wallonie? Parce qu'il y a encore des producteurs de foie gras. Donc c'est une raison économique? C'est notamment une raison économique, et puis aussi... Vous allez me dire qu'à Anderlecht, on se préoccupe de l'avenir de l'abattoir. Il y a des éléments économiques à Bruxelles qui font qu'on a un abattoir, on a de l'emploi, et quelque part, il faut aussi réfléchir aux conséquences. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, Roubaix, à la frontière, est en train de terminer ou a construit un abattoir flambant neuf. Vous imaginez très bien que demain, on continuera à avoir de la viande halal à Bruxelles, sauf qu'elle ne viendra plus de Bruxelles, elle viendra de Roubaix ou de Pologne. Et donc voilà, il faut réfléchir à ces enjeux économiques qui sont très importants pour notre région. Alors, on va revenir en arrière d'une semaine. Je vous propose de revenir à la fête de l'Iris. Le week-end dernier, premier débat sur la table, est-ce que la fête de l'Iris doit devenir un jour férié? Et on va encore entendre votre vice-président, Guy Van Engel, sur la question.
Le 8 mai, c'est le jour où nous fêtons aussi la libération de l'Europe lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et je crois que c'est plus que jamais d'actualité quand on voit ce qui se passe en Ukraine, dans le monde. C'est le moment de remettre en valeur cette date comme ça se fait en France ou en Hollande. Et de là, la proposition qui est soutenue par un bon nombre des collègues pour dire faisons de cette date une fête officielle. Donc ça doit devenir une fête officielle. C'est déjà férié pour les fonctionnaires du Parlement bruxellois. Ça doit l'être pour tous les travailleurs de Bruxelles. Moi, je pense que l'argument développé par mon collègue vice-président Guy Van Engel est une bonne proposition. Donc moi, je suis assez favorable et je suis assez d'accord avec lui. Mais évidemment, c'est le Parlement qui doit le décider, en tout cas pour Bruxelles. Alors, lors de cette fête de l'Iris, vous avez tenu un discours. C'est l'un des privilèges du président du Parlement. Et vous avez notamment abordé la question de la réforme de l'État en disant « Nous, on n'a pas de tabou à Bruxelles. » Mais on a des conditions non négociables. Et dans ces conditions, vous avez dit notamment reconnaître le fait bruxellois et faire une réforme qui aille dans le sens de l'intérêt des Bruxellois. Elle est inéluctable, cette réforme de 2024 ? J'entends ce qui se passe de part et d'autre des autres régions. En tout cas, j'entends ce qui se passe en Wallonie, j'entends ce qui se passe en Flandre. J'ai voulu rappeler que nous, Bruxellois, nous sommes non seulement la capitale, j'aime à dire que Bruxelles, c'est la capitale des capitales. C'est le siège des institutions européennes. C'est un poumon économique extraordinaire. C'est 10% de la population qui contribue à 20% du PIB de notre pays. Bruxelles, c'est le trait d'union entre les différentes communautés. Et surtout, j'ai voulu expliquer que affaiblir Bruxelles et donc ne pas réfléchir à son financement, affaiblir Bruxelles, c'est prendre le risque de faire dépérir l'État belge. Et ça, personne ne le veut. On parle beaucoup d'une Belgique à 4. Est-ce que c'est un bon scénario ou pas un bon scénario pour Bruxelles ? C'est un scénario possible. Il y en a d'autres qui ont parlé de 2+2, mais... De nouveau, c'est la question du financement qui est nécessaire. Le ministre Gatz a fait une étude. On sait aujourd'hui que si on transfère l'ensemble des compétences à la région bruxelloise, eh bien, nous avons un déficit de 3,3 milliards à l'horizon 2030. Donc il faut un refinancement de Bruxelles si on parle d'un refinancement. Et c'était ça le sens de mon message, de dire on ne peut pas imaginer une réforme de l'État sans réfléchir en même temps au financement de Bruxelles, parce que n'importe quelle réforme implique et touche évidemment la région bruxelloise. Allez, il nous reste 4 minutes. On va prendre une dernière question des auditeurs avec Camille. Alors une question de Joël sur l'immigration à Bruxelles. Il fait référence dans son message aux propos tenus par Conor Rousseau il y a quelques semaines sur sa vision de la commune de Molenbeek. Pour Joël, les politiciens ne parlent pas assez d'immigration et pourtant c'est un sujet très important pour lui. Puisque la ville de Bruxelles qu'il voyait enfant n'est plus la même aujourd'hui. Et il demande pourquoi en politique on ne débat jamais de l'immigration. Alors est-ce qu'il y a un tabou là-dessus ? C'est drôle, ce que j'entends est drôle. Je respecte beaucoup votre téléspectateur, mais moi, depuis que je suis en politique, j'entends parler presque que d'immigration. À chaque élection, et j'en ai vécu des dizaines et des dizaines, l'immigration, c'est une espèce de chiffon rouge qu'on agite frénétiquement avant chaque élection. On parle de l'immigration et il n'y a pas de tabou à parler de l'immigration. La population de Bruxelles a changé, mais ça reste Bruxelles. Oui, mais il y a des gens qui sont nostalgiques de la Belgique de papa, de la capitale de papa. Mais la capitale de papa est devenue la capitale des capitales, le siège des institutions européennes. Plus de 180 nationalités, 150 langues qui sont parlées. Quand on se balade et qu'on voyage, on va à New York, on va à Londres. Qu'est-ce qui fait la force et l'identité de Bruxelles aujourd'hui ? C'est sa diversité. Et donc, il faut, à mon avis, cesser de voir l'immigration... Et d'ailleurs, l'immigration, quel sens ça a pour ma fille qui est née ici d'un couple mixte, pour une immigration qui est là depuis 1960, ça fait plus de 60 ans que ces gens sont là. J'ai coutume de dire que aujourd'hui, on a des gens qui sont venus, qu'on a fait venir, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. Mais la question qu'on doit aussi se poser, c'est un peu la double critique. Quand est-ce qu'on va considérer ces enfants comme nos enfants ? Et deuxième chose, de l'autre côté, s'il y a des avancées qu'on peut faire en termes d'intégration, et qu'est-ce que l'intégration pour des enfants qui sont nés ici ? Voilà, il ne faut pas être nostalgique et il faut vivre l'immigration comme une force, une richesse, un atout pour notre région. On va regarder ensemble une photo. Elle a été prise ce midi à Saint-Josse. Vous allez reconnaître Philippe de Winter, c'est l'un des leaders du Land Belang, et Geert Wilders, c'est le leader de l'extrême droite néerlandaise.
À Saint-Josse, on a pris cette photo parce que le rassemblement qu'ils voulaient organiser a été interdit à Molenbeek, à Anderlecht. Ils ont tenté d'aller à Saint-Josse. Ils ont finalement été bloqués également à Saint-Josse. Tous les bourgmestres ont eu raison de prendre cette décision. Absolument. Ouais. Moi, tous les semeurs de haine et les gens qui divisent, voilà, ils n'ont pas leur place. C'est quoi leur message? C'est quoi leur message? De stigmatiser? Est-ce que ça vous attriste, Rachid Madran? Parce qu'on a fait référence, il y a eu cette question de téléspectateurs, il y a eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. On voit qu'il y a quand même un racisme qui s'exprime de plus en plus ouvertement sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous attriste? Oui, ça m'attriste. Ça m'attriste parce que je vois aujourd'hui, mais le débat a eu lieu en France avec Zemmour, je veux dire, la parole... On a raison d'avoir un cordon sanitaire en Belgique, ça nous protège un peu ou pas? Indispensable. Indispensable, ça c'est la responsabilité des médias et je salue... Des politiques aussi. Bien entendu, mais je salue les médias francophones qui continuent sur cette ligne. Je sais que ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a de plus en plus de gens qui disent mais au fond on devrait discuter avec eux. Vous savez, moi ce que je veux surtout c'est qu'on arrête de banaliser le racisme. Il ne faut jamais oublier que depuis 40 ans dans notre pays, et moi j'en suis très fier, le racisme n'est plus une opinion, le racisme est un délit. Et donc aujourd'hui, être raciste, c'est prendre le risque d'être condamné. C'est ça aussi un pays comme le nôtre. Et donc moi je continuerai à me battre. Et d'ailleurs, c'était le sens de mon engagement au départ. Merci Rachid Madran d'avoir été notre invité.